Audrey Célestine est notre invitée, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse à l'université Lille 3 dans le nord de la France, spécialiste des questions raciales en France et aux États-Unis. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Une famille française des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie. Alors c'est plutôt rare de voir une universitaire, une chercheuse, surtout sur cette question notamment du racisme et de la civilisation américaine, de raconter quelque part sa vie privée. De 1930 à 2010, vous retracez la vie des membres de votre famille. Vous nous emmenez donc, je l'ai dit, dans le nord de la France, aux Antilles, en Algérie. Qu'est-ce qui vous a incité à livrer ce récit intime ? Alors, ce qui m'a incité, je pense, c'est sans doute l'air du temps et le fait qu'on est dans une période de très fortes assignations identitaires, de mythes autour de ce qu'est la France et de la manière dont s'est construit le pays. Et il me semblait qu'adopter un ton qui n'était pas uniquement le ton universitaire, mais qui prenait un peu ma famille comme prétexte pour parler de la migration, de l'exil, du déracinement, des processus de racialisation, permettait de parler à plus de monde. Ouais, toucher plus de monde. Toucher un peu plus de monde, tout à fait. C'était vraiment ça l'objectif. Et des passionnés des sujets parfois sensibles. Alors une trajectoire qui parcourt des milliers de kilomètres. Racontez-nous comment la petite histoire s'inscrit, vous concernant, dans la grande histoire. Alors, moi, j'aime beaucoup parler avec mes étudiants de l'imagination sociologique, de leur montrer à quel point des petits événements, en fait, le fait que votre famille a migré, ça s'inscrit dans des courants beaucoup plus larges. Le livre, il s'ouvre avec la guerre, le fait que la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, le franquisme, tout ça a eu un très très gros impact sur la vie des arrière-grands-parents de mes filles, dans la famille de leur père, et que ça a eu un tel impact que des gens ont changé de nationalité, ont changé de pays, n'ont plus été exactement les mêmes, ont changé de papier d'identité. Et tout ça, c'est quand même assez déterminant dans ce qu'on devient. Et du coup, partir de ces moments-là pour ensuite retracer au fil des générations comme le rapport à l'identité, à la nationalité n'avait pas forcément quelque chose d'évident, tout en étant parfois quelque chose de très simple. C'était ma manière, voilà, de prendre ces personnages pour parler de petits bouts de l'histoire de France. Et que l'identité, au fond, française, elle se forge au gré de l'histoire et qu'on ne choisit pas, au fond, l'identité que l'on a. On est aussi français à cause de certains hasards. Parfois, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Devenir français, ça permet d'accéder à l'école à certains moments. Pour d'autres, c'est des choses qui se passent vraiment comme une simple étape administrative. Pour d'autres, il y a une volonté de rappeler qu'on est français, même si tout dans la vie, au quotidien, semble vous rappeler à une espèce d'altérité que qui est un peu problématique. Et du coup, partir des gens pour parler de l'histoire, c'était ma manière d'aborder le sujet. Et parmi ces femmes et ces hommes, il y a Minerva, dont les parents fuient l'Espagne franquiste pour l'Algérie en 1930. Il y a Marcel, navigateur, qui est né à Marie-Galante, qui rencontre Ginette à Dunkerque, dans le nord de la France, ou encore Pierrot, qui est né à Fort-de-France avant de rejoindre l'Hexagone. Comment vous parliez de vos filles et de leurs arrière-grands-parents, comment vous, cette histoire vous a été transmise? Vous êtes né aux Antilles. Vous êtes ensuite venu en France. Comment est-ce que ça a été transmis? Alors moi, je suis née à Dunkerque, justement, au fil de ces hasards migratoires. Mais je suis partie très jeune. Je suis partie aux Antilles très jeune. Et du coup, il y a une partie de ces histoires, d'avoir une partie de la famille qui est à Dunkerque, une partie qui est à Paris, une partie qui est à Marie-Galante. Ça a toujours été un peu comme ça dans les anecdotes familiales. Et puis, dans la famille de mon compagnon, c'est aussi des choses qui se racontaient. Le départ de Minerva à la fin des années 30 pour aller en Algérie. Et un jour, j'ai eu envie, précisément parce que j'avais la chance d'avoir accès à une grande partie de ces témoins, de les interviewer, de leur poser la question de mais finalement comment ça s'est passé pour toi, raconte-moi ta vie, parce que d'une part c'était un beau cadeau à faire aux enfants, mais également à, il me semblait, une génération, de leur dire mais toute cette histoire, le rapport à la France, il n'est pas forcément aisé, mécanique, pas forcément une source de fierté, il l'est. C'est comme ça. Et en même temps, rappeler ces moments de difficulté, rappeler la racialisation très forte à laquelle a pu être confrontée une partie de la famille, ne pas l'ignorer et l'intégrer complètement à l'histoire familiale et française. Alors des histoires de déracinement, d'enracinement sur fond de colonisation, décolonisation. Ce qui est intéressant aussi dans la trajectoire de votre famille, c'est le trait d'union entre les Antilles et l'Algérie. C'est vrai que c'est parfois un tabou. Alors on connaît bien entendu Frantz Fanon, militant indépendantiste algérien, martiniquais, grand écrivain, psychiatre. Il y a aussi des Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, beaucoup plus loin que les Antilles de votre famille. Vous y êtes allé en Algérie, pas encore? Alors je ne suis pas allée en Algérie, où il y a effectivement des liens très forts du côté de mon compagnon, mais également de mon côté aussi avec une partie de la famille qui vient de là.
Non, mais effectivement, il y a toute une chose à faire sur les circulations à l'intérieur du monde colonial, même si c'est des territoires qui n'avaient pas tous les mêmes statuts. De fait, les militants se sont regardés. On a regardé ce qui pouvait se passer dans certains territoires. On a été inspiré dans un territoire par ce qui se faisait dans les autres. Et de fait, il y a... Alors Frantz Fanon est un des noms un peu évidents, mais tout un tas d'anonymes également qui font ce pont, ce lien entre différents bouts du monde colonial. Et tout ça, ça a continué à avoir un impact jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est une manière, le livre est aussi une petite manière de documenter cela. Alors vous êtes membre également du Comité national pour l'histoire de la mémoire de l'esclavage. Vous travaillez sur les processus de mobilisation des minorités en France et aux États-Unis. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, sur l'idée de la mémoire, on a avancé en France? Il y a plusieurs dates. Il y a notamment le 10 mai pour commémorer le souvenir de l'esclavage et de son abolition. On a avancé? Alors moi, je pense qu'on a avancé parce que depuis près de 20 ans, des associations se mobilisent. On a énormément de travaux universitaires qui ont été menés, qui ont été accomplis d'une très très grande qualité en France. Il y a ce concours pédagogique qui a été lancé par le CNMHE dont je faisais partie effectivement jusqu'en 2016. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une volonté de la part de beaucoup d'enseignants du secondaire d'être formés à ces questions. Donc moi, je pense qu'il y a eu des avancées réelles. Maintenant, il est important que l'ensemble du pays s'approprie ces dates-là et surtout prenne la mesure du fait que cette histoire de l'esclavage, c'est pas une histoire qui concerne uniquement les concernés, qui ne concerne pas uniquement les personnes qui viennent de ces territoires, que c'est une histoire qui a façonné l'histoire nationale dans son ensemble et que c'est pour ça que c'est important que tout le monde se l'approprie. Comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qu'on désigne comme des blancs, des gens qu'on désigne comme des noirs. Pour comprendre aujourd'hui la manière dont le développement économique a pu se faire dans un certain nombre de territoires qui sont des territoires français, c'est essentiel et on ne peut pas faire l'économie de l'histoire de l'esclavage si on veut comprendre toutes ces dynamiques extrêmement contemporaines. Alors vous disiez justement désigner gens par noir, par blanc. En France, la question raciale, est-ce qu'elle est selon vous plus facilement analysée quand on parle des États-Unis que de la propre situation en France? C'est vrai qu'on n'a pas toujours la même grille d'analyse. Quel est votre sentiment à ce sujet? Je parle notamment des violences policières, bien entendu. Alors, comparaison n'est pas raison. Quel est votre avis à ce sujet? Alors, de fait, on analyse toujours beaucoup plus et on désigne de manière beaucoup plus facile de France ce qui se passe aux États-Unis où les choses ont l'air d'emblée un peu plus lisibles. On désigne par noir ou blanc des gens qui... Voilà, ça a l'air beaucoup plus clair. Mais un certain nombre des dynamiques qu'on peut voir aux États-Unis, les deux pays sont très différents. Malgré tout, il y a un certain nombre de dynamiques qui sont communes. On a des différences de degrés, de fait, dans les violences policières, mais cet enjeu, il est important en France également et il est saisi de fait par une partie des associations antiracistes. Donc oui, moi je pense que la comparaison avec les États-Unis, à condition de ne pas faire des États-Unis uniquement une espèce de modèle repoussoir radicalement différent, a une réelle importance. De voir dans le contexte républicain américain, la manière dont on aborde la question raciale, on aborde l'invisibilité, l'aveuglement à la race également et la différence qu'on peut faire avec le cas français, moi ça me semble, là aussi, moi je pense que la comparaison, elle a de vraies vertus dans ce domaine. Les descendants des familles antillaises, algériennes, maliennes, sénégalaises, pour ne citer que celles et ceux qui descendent de parents qui viennent des anciennes colonies, est-ce qu'elles ont trouvé leur place dans la société française selon vous? Alors certaines ont tout à fait trouvé leur place, pas toutes. Et moi c'est justement, voilà, c'est un peu l'espèce de truc un peu épidermique sur lequel je travaille à la fois, mais sur lequel j'avais vraiment envie d'intervenir d'une autre manière. C'est ces gens qui sont en permanence renvoyés à un ailleurs alors qu'ils sont dans leur quotidien ici et ils aspirent à la tranquillité. C'est la fameuse question d'où tu viens. Voilà, d'où tu viens, tes papiers. Mais il va falloir changer de coiffure là pour le stage. Le fait d'être en permanence ramené à quelque chose qui serait extérieur. Ces gens ne sont pas extérieurs, ils font partie de ce pays, parfois depuis plusieurs générations, mais parfois ça peut être très récent ou ça peut être beaucoup plus ancien. Et le fait, et je trouve qu'il y a une telle violence au renvoi en permanence à des gamins qui sont ici. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Ouais. D'ailleurs, par exemple, c'est ça le paradoxe. Alors, c'est différent. Tant qu'on réussit, peut-être. Alors, ça peut être différent. Après, de fait, aux États-Unis, il y a eu tout ce phénomène d'inverser le stigmate pour pouvoir prendre le pouvoir et pouvoir s'affirmer de manière très forte. On sait qu'en France, il y a beaucoup plus de difficultés à pouvoir opérer ce renversement, de fait, parce qu'il n'y avait pas non plus de catégorie si claire que ça au départ. Donc, oui, effectivement, on prend souvent aussi ce modèle américain comme celui où c'est simple, où on peut mettre en avant la fierté communautaire. Il y a aussi des difficultés dans ce cas-là. Mais c'est vrai que pour la France, moi je trouve qu'on a à la fois ce discours officiel universaliste qui sur le papier est très beau, mais qui de fait ne correspond pas du tout à la réalité vécue d'un certain nombre de gens qui mènent leur petite vie
tranquillement. Enfin, et c'est surtout ça, moi, qui me semble important. Certaines militantes et certains militants dénoncent depuis des années un racisme institutionnel, voire un racisme d'État, ce qui fait souvent polémique. Qu'en est-il selon vous? Alors je pense que voilà, ce sont effectivement des catégories qu'on va voir beaucoup dans le monde militant, un peu dans le monde scientifique, et qui, pour moi, outre toutes les querelles sur les termes, renvoie au fait de la volonté de pointer le fait que le racisme, c'est pas uniquement des paroles négatives ou des insultes proférées. C'est aussi le fonctionnement d'un système qui fait que si l'on est identifié comme noir, exactement, on a des chances moins grandes d'accéder à certains emplois, d'accéder à une formation de qualité, qu'on va vous proposer plus rapidement de faire un CAP pour devenir agent de sécurité, la destinée scolaire va être également transformée. Et c'est, moi en tout cas, j'entends ces dénonciations comme aussi la manière de dire on n'est pas uniquement dans la dénonciation du méchant raciste qui n'a pas été gentil avec moi, mais également dans le fonctionnement d'un système qui n'est pas forcément conscient, mais qui de fait a un impact démesuré sur la vie de tout un tas de Français. Merci beaucoup Audrey Célestine, une famille française des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie. C'est aux éditions Textuelles. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup.